de formation sociologue, socio-anthropologue. J'ai intégré un centre de recherche agricole. Ensuite, je suis allé directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai à la fois une casquette de chercheur, enseignant-chercheur, médiateur, diplomate. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? Nous sommes dans des pays qui ont connu l'émergence de groupes armés violents au début des années 2010 et ça s'est traduit par de la violence contre les populations avec un discours souvent très radical. Et donc pour nous, la prévention de l'extrémisme violent, ça signifiait comment éviter que des jeunes ou de moins jeunes soient entraînés dans ce discours, par ce discours, qu'ils soient tentés de rejoindre ces groupes armés-là. Il faut créer les conditions pour que ça n'arrive pas. Il faut agir, par exemple, sur la gouvernance, sur la manière de gérer les communautés, sur les relations entre l'État, les jeunes, etc. Donc, il y a tout un ensemble de choses à faire avant, pas après. Comment vous avez été amené à travailler sur la prévention de l'extrémisme violent? Alors, l'essentiel de mes activités dans le cadre de la prévention s'est déroulé quand j'étais secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente. Et je pense qu'il était utile de prendre en charge le volet renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Parce que je considérais que c'était des acteurs importants à l'époque dans la lutte contre, et aujourd'hui aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée. Et il y avait quelque chose à faire parce que on disait que la réponse militaire n'était pas suffisante. Il fallait donc sensibiliser, renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en leur permettant de partager leur propre analyse, leur propre expérience avec d'autres acteurs dans la région et au-delà. Voilà comment nous avons sollicité ce partenariat avec le DFAE et nous avons fait des actions, notamment des ateliers, des partages d'expériences avec d'autres acteurs de la région, notamment des chercheurs, des gens de la société civile, etc. Et par la suite, cette action a été portée jusqu'au niveau ministériel, et donc endossée, et cela a été, à mon avis, un moment important. Quelles sont les difficultés, d'après vous, les obstacles ou les résistances que vous avez pu percevoir quant à l'approche de la prévention de l'extrémisme violent? Je crois que c'était un sujet nouveau sur ces questions pour beaucoup d'acteurs, mais en même temps, il n'y avait vraiment pas de grande résistance au niveau vraiment institutionnel, en tout cas dans notre expérience. Parce que nos experts en sécurité avaient très tôt compris et demandé même de plus dans ce sens. On a favorisé même leur participation à d'autres ateliers organisés par par exemple, notamment l'Institut de hautes études de défense de Dakar en collaboration avec le DFAE aussi, parce qu'ils trouvaient que c'était très intéressant d'avoir ces analyses-là que eux ne pouvaient pas mener parce que non seulement ils n'ont pas les compétences, mais n'avaient même pas le temps d'organiser ces conférences-là. Il y a eu un changement important parce que les conversations régionales, les ateliers qu'on a organisés dans la région, les tables rondes,
ont complètement changé le regard des gens. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine élite au niveau politique, sécuritaire, qui a adopté la prévention contre l'extrémisme violent. Pensez-vous qu'il soit important de se réunir régulièrement dans le cadre des conversations régionales et si oui, pourquoi? D'abord, c'est un sujet extrêmement important et toujours d'actualité qui a évolué. Au début, les premières années, c'était par exemple consacré à la compréhension. Il fallait avoir la même compréhension sur l'extrémisme violent, comment il est vu, etc., etc. Après, il fallait maintenant l'intégrer dans sa pratique professionnelle. Et est-ce que ça a changé quelque chose, vous, dans votre manière de penser, dans vos pratiques aussi? Oui, au Conseil de l'Entente où j'étais, avant de venir ici, ça a beaucoup changé la mise en œuvre de ce qui était la politique de paix et sécurité. Parce qu'elle était bâtie c'était déjà de la prévention, mais là, on lui a donné un contenu. Il y avait aussi une autre dimension que le SILS prend en charge, qui est de la prévention aussi, c'est le dialogue. Le dialogue entre les acteurs, notamment par exemple sur la transhumance transfrontalière. Parce qu'il y a un lien avec ça, la mobilité, l'extrémisme violent a eu un impact sur la mobilité des éleveurs et des troupeaux entre les différents pays, parce que, comme vous le savez, les groupes terroristes opèrent surtout dans les zones frontalières. Or, c'était les zones de pâturage. Je pense que la Suisse a compris très tôt avant les autres que pour obtenir des changements, des transformations structurelles, il faut quand même du long terme dans le cadre des changements sociétaux. On ne les change pas avec des projets pilotes de 2 ans ou 3 ans. Si à travers même déjà le TFAE, les conversations régionales, a pu mettre en place un réseau important de collaborateurs, d'amis sur le continent. Pensez-vous qu'il soit pertinent donc de poursuivre et de continuer les conversations régionales? Il faut bien regarder quelles sont les questions émergentes aujourd'hui sur l'extrémisme violent. Prendre en charge les gens qui sont affectés, regarder quels sont les impacts que ça a eu sur les régions qui sont dans. Il y a des dialogues, par exemple, qui sont engagés. Une réalité aujourd'hui, par exemple, au Mali, c'est de dire qu'il faut dialoguer avec les extrémistes. C'est officiel. Au niveau local, ça se passe déjà. Et bien donc, aujourd'hui, un sujet important, c'est comment dialoguer avec les extrémistes. Autour de quoi? Je vous remercie beaucoup pour cet entretien.